Pierre Moscovici, on va parler du programme économique de François Hollande par un biais un peu particulier. Farida Settiti qui est là. Donc bonsoir Farida. Bonsoir. Et Sébastien Savoie se sont rendus en Belgique rencontrer des Français et des fiscalistes qui ne sont pas vos copains. On regarde ça. Alain Lefebvre, ancien éditeur en France, s'est installé à Bruxelles il y a 6 ans pour échapper, dit-il, à la plus-value dégagée par la vente de sa société parisienne. C'est vrai que je suis venu pour des raisons fiscales, pour économiser les plus-values de cession qui étaient autour de 30% en France et qui sont à 0 ici en Belgique. En Belgique, Alain Lefebvre a recréé une maison d'édition et dit n'avoir aucun état d'âme. La France, nous explique-t-il, n'aime pas ces riches. C'est le contraire ici. De plus, il considère comme une catastrophe l'éventuelle arrivée de la gauche au pouvoir. Si le grand soir fiscal que nous promet M. Hollande a bien lieu, il est sûr qu'il y en a un certain nombre que ça va dissuader de rester. Un point de vue étayé par cet avocat fiscaliste suisse entre ses bureaux de Lausanne, Genève et Bruxelles. Philippe Quenel dit constater une très forte demande de Français qui souhaitent se délocaliser fiscalement avant la prochaine élection présidentielle. Par exemple, sur la Suisse, je délocalise entre 20 et 30 personnes par an en Suisse. Et là, il y a déjà une quinzaine de Français qui m'ont contacté et qui vont le faire ces prochains jours. La crainte de voir François Hollande à la tête de l'État ne rassure pas les personnes fortunées, mais pas seulement. Il y a une impression générale, c'est que de toute manière, la France n'a plus assez d'argent, donc elle va aller le chercher chez les riches. La pente est de toute façon savonnée, mais si c'est Hollande qui passe, elle sera très savonnée. Quant à ce banquier suisse, il estime que le discours de François Hollande est loin de rassurer ces personnes fortunées, mais ajoute qu'il assiste à quelque chose d'incroyable, la démocratisation des demandes d'exil, à cause, selon lui, de la très forte pression fiscale en France. Ce ne sont pas seulement des chefs d'entreprise qui s'interrogent sur cette problématique-là, il y a aussi des patrimoines que je qualifierais de plus modestes, qui se posent la question d'un départ de la France. Ceux qui habitent ce quartier de Bruxelles ont déjà quitté la France qui, avec son impôt sur la fortune, son impôt sur le revenu, ses prélèvements sociaux, sa TVA et ses cotisations sociales, la classe à la première place mondiale des pays qui taxent le plus les contribuables, selon le magazine américain Forbes. Monsieur Moscovici, bonsoir. Alors, les plus fortunés ont déjà quitté la France. Maintenant, ce sont des personnes aisées qui manifestent leur intention de se délocaliser fiscalement. Alors, premièrement, comment comptez-vous les retenir? Et puis, deuxièmement, ceux qui sont déjà partis seraient prêts à revenir s'ils ne payent plus que soit l'ISF, soit le droit des successions, mais pas les deux. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, j'ai souri en regardant ce reportage, qui est un reportage en réalité de propagande pour François Hollande. Oui, parce que c'est la réalité. Franchement, quand on les voit, on a vraiment envie de voter à gauche. C'est-à-dire se faire donner des leçons par des expatriés riches qui nous expliquent comment il faut avoir une imposition injuste, ça m'amuse assez prodigieusement. Mais venons-en au fond. Attendez, j'ouvre juste une parenthèse. Qu'est-ce que vous répondez à cet éditeur qui vous dit « J'ai vendu ma société, en France on me demande 30% de droits de plus-value, alors qu'en Belgique on me demande 0 centime ». Tout ça, ça me rappelle 1981, j'étais jeune, mais je me souviens à l'époque de ce qu'on disait. Alors c'était pas du tout la même tonalité. C'était un exode fiscal. Non, c'était pas fiscal. En 81, c'était autre chose. Oui, on nous disait que les chars soviétiques seraient sur la place de la Concorde. Et je veux vous dire que de la même façon que les chars soviétiques ne sont pas arrivés sur la place de la Concorde en 1981, de la même façon, en 2002, il n'y aura pas une évasion des patrimoines moyens. Et j'en viens plus sérieusement à ce que nous proposons. Il n'est pas exact, il est même mensonger, de prétendre que nous aurions une politique fiscale qui serait confiscatoire, qui serait spoliatrice. Que voulons-nous faire? D'abord, nous ne ferons pas plus en termes de prélèvements obligatoires que ce qui est prévu dans la loi de finances et dans les engagements pris par la France à Bruxelles. Et regardons les choses en face, c'est vrai, les impôts augmentent dans ce pays. Et les plans Fillon ont été des plans d'augmentation des prélèvements obligatoires. Ils disent 46,5, nous calculons 46,8. C'est approximatif. Mais en revanche, c'est vrai que notre politique serait une politique de justice. C'est vrai que notre politique serait une politique de gauche. Et c'est vrai que nous allons mettre davantage à contribution les plus hauts revenus. Comment ça? Car je crois qu'il faut quand même être spécifique. Il y aura une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu. Cette tranche supplémentaire, elle sera pour ceux qui gagnent plus de 150 000 euros. Franchement, on ne peut pas parler des classes moyennes inférieures. Ils ne sont pas concernés, ceux-là. Deuxièmement, s'agissant de l'imposition de la fortune, vous savez qu'il y a eu une réforme de l'imposition de la fortune qui a porté le seuil à 1,3
1 300 000 euros. Nous ne reviendrons pas là-dessus non plus. Simplement, nous rétablirons les taux tels qu'ils étaient auparavant. Nous ferons en sorte que le capital soit imposé de la même manière que le travail. Vous savez, tout ça, c'est un nom. Ça s'appelle la justice. Nous l'assumons. Nous ferons en sorte que les plus fortunés de ce pays contribuent davantage. Ça s'appelle aussi du civisme. Parce que si nous sommes dans la flat tax, comme on dit, dans l'imposition zéro, si nous sommes en train de créer un petit paradis fiscal en France, alors à ce moment-là, c'est pas comme ça que les Français, les couches moyennes et populaires, le peuple dont parle Nicolas Sarkozy, et le peuple que nous représentons sera heureux. On ne va pas s'intéresser qu'aux plus aisés, mais attendez, juste une seconde avant que Farida n'enchaîne, parce qu'elle va vous poser des questions maintenant sur la Cour des comptes. La Cour des comptes elle-même a relevé, présidée par Didier Migaud, qui n'était pas, il y a si longtemps encore, un de vos collègues socialistes à l'Assemblée nationale, a relevé que les taux d'imposition en France étaient déjà très élevé. Farida, votre question. D'ailleurs, dans son programme, François Hollande dit vouloir rééquilibrer l'équilibre budgétaire de l'État pour 2017. La Cour des comptes, donc, comme disait Olivier, qui est présidée par un ancien socialiste, Didier Migaud, demande que l'on fasse des économies plutôt que des augmentations d'impôts. Mais n'est-ce pas une critique directe envers justement le programme de François Hollande, qui lui ne prévoit que des augmentations d'impôts, monsieur Moscovici? Ça me rappelle ma jeunesse là aussi, parce qu'il se trouve que comme François Hollande, vous êtes content aujourd'hui, on vous rappelle votre jeunesse. Je suis content. Comme François Hollande, je suis membre de la Cour des comptes, imaginez-vous. Et vous savez ce qui se passe à la Cour des comptes quand on arrive, on prête serment. On prête serment de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat et de garder religieusement le secret des délibérations. Aujourd'hui, Didier Migaud est un magistrat à la Cour des comptes. Moi, je suis un magistrat à la Cour des comptes en disponibilité, je suis un député socialiste. On n'est pas exactement dans la même position. La Cour des comptes, que fait-elle? La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle juge aussi les ordonnateurs publics, c'est-à-dire la dépense publique. Et elle évalue l'exécution des lois de finances, ce qu'on appelle la loi organique sur les lois de finances, que d'ailleurs Didier Migaud a fondé avec d'autres comme Gilles Carrez, puisque c'est un travail transpartisan. Et moi, j'ai lu ce rapport. Ce rapport est avant tout une critique féroce de la gestion de Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de donner le chiffre, mais revenons-y quand même. 600 milliards d'euros de dette publique en plus, avec une explosion des déficits publics dans notre pays. Attendez, monsieur Moscovici, alors là, regardons bien le rapport de la Cour des comptes. Ne laissez pas croire, attendez, pardonnez-moi, ne laissons pas croire, car c'est erroné, qu'il s'agit, de la part de la Cour des comptes, d'une critique des projets. La Cour des comptes, ensuite, il y a une critique des projets. La Cour des comptes fait ses propres préconisations. Eh bien, pour le coup, nous sommes dans une logique différente. Monsieur Moscovici, juste pour quand même rectifier les choses, la Cour des comptes, effectivement, dit qu'il y a une augmentation du déficit, ça c'est incontestable, mais elle impute le déficit pour la plus grande part, d'abord, en partie à la crise, ensuite aux réformes, au manque de réformes structurelles des 30 dernières années, y compris des gouvernements de gauche, et elle impute à 0,7% la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Ceci pour donner les chiffres de la Cour des comptes. Farida, votre question. Non, c'est une plaisanterie. Ah, pas du tout. Non, c'est totalement une plaisanterie. La Cour des comptes, dans ses rapports précédents, a expliqué ce qu'était l'effet de la crise et ce qu'était l'effet des politiques. La crise, est responsable pour 2,7% du creusement du déficit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où les déficits, heureusement, se réduisent un peu. Mais quand ils étaient à 8%, et rappelons que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans, mais il y a eu une crise entre-temps, monsieur Moscovici. La Cour des comptes imputait cela à 40% à la crise et à 60% au reste. Le reste, pardonnez-moi, c'est les réformes non faites et c'est aussi la politique fiscale suivie. 0,7%, dit la Cour des comptes, rapport de 2011. Dans notre pays, voilà. Il y a eu 75 milliards d'euros d'impôts en plus. Alors, j'en viens après à la discussion par rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes fait des préconisations. Je ne suis pas contraint de les partager en tout. Car honnêtement, je ne suis plus... Alors, je vais y venir quand même. Quand la Cour des comptes dit un fonctionnaire sur deux, non-remplacement, non. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de la masse des fonctionnaires, mais nous créerons des emplois imputés sur ces non-remplacements de départ en retraite dans l'éducation nationale, dans la justice, dans la sécurité, parce que notre système éducatif est gravement dégradé, parce que notre justice et notre police, nos forces de sécurité sont insuffisamment dotées. Voilà un exemple. Et alors, deuxième chose, nous réduirons, c'est important, nous réduirons la dépense publique dans ce pays qui a cru jusqu'à 56% du PIB, et dans nos prévisions, ce sera 53%, parce que nous aurons une augmentation extrêmement faible
en volume de la dépense publique. Vous cherchez les économies, elles seront là. Une stabilité des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires, puisque c'est la plus grosse importante, c'est la masse de dépenses la plus importante de l'État. S'il y a une stabilité, pardonnez-moi, c'est que l'augmentation est faible. Et donc, il y aura aussi une politique salariale qui sera maîtrisée, et il y aura enfin des prélèvements. Politique salariale maîtrisée. Mais oui, maîtrisée. Pourquoi pas? Bien. Un autre des grands projets de François Hollande, c'est la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Alors Jérôme Cahuzac, qui est donc président socialiste de la Commission des finances, a laissé entendre que peut-être ça ne se ferait pas. Vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui? Oui, c'est très clair, c'est dans notre projet. Que dit ce projet? Il dit que nous irons progressivement vers la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. C'est un engagement. Il dit aussi, et je veux le dire ici parce que ça n'a pas été assez souligné, que nous préserverons le financement de la protection sociale. Autrement dit, que nous ne sommes pas favorables à une CSG progressive. Il est important qu'il y ait un cantonnement, ce qui sera davantage progressif, puisque nous allons rapprocher les assiettes, et puis éventuellement aller vers le prélèvement à la source. Ce qui sera davantage progressif, ce sera l'impôt sur le revenu. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en parlant de cette tranche supplémentaire. Comment on peut fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu si la CSG n'est pas progressive? C'est pour ça que Jérôme Cahuzac a expliqué que les modalités étaient complexes. C'est le rapprochement des assiettes, c'est le prélèvement à la source, et tous ceux qui travaillent dans les services des impôts savent que techniquement, c'est compliqué. Mais la volonté politique, elle est là. Oui, et nous irons vers cela. Mais franchement, moi, je tire de votre explication que ça ne va pas se faire. Si, bien sûr, ça se fera. Mais comment? Ça se fera, mais avec une partie qui sera cantonnée, qui représentera le montant de ce que la CSG produit et qui sera affectée à la sécurité sociale. Parce que, mais elle n'est pas progressive, alors? Mais non, cette partie-là, elle restera affectée. Mais quelle différence avec aujourd'hui? Mais ce sera un impôt qui sera un impôt consolidé, un prélèvement sur le revenu, un prélèvement citoyen et un prélèvement dont la composante progressive sera renforcée. En fait, tout le monde va payer l'impôt. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque la CSG existe. Pour ceux via qui la CSG, oui. Via la CSG. Donc voilà, ce sera un prélèvement général sur le revenu. J'ai pas trop compris comment ça allait fonctionner. Là, je suis désolé, mais pour être encore plus clair, il y avait un projet qui était extrêmement révolutionnaire de la part de Thomas Piketty, économiste. Il comportait aussi la fin du quotient familial. Nous avons pris en compte deux choses. D'abord, le fait que les syndicats étaient très attachés au fonctionnement de la protection sociale qui est fondamental. Et deuxièmement, le fait que le quotient familial, nous le modulons, mais nous ne le remettons pas en cause. C'est là aussi un principe de politique familiale. Nous ne remettrons pas en cause 1 euro de dépenses. Dernière question, vraiment rapidement. Dernière question, M. Moscovici, c'est les collectivités territoriales, et notamment les régions qui sont pointées là encore du doigt par la Cour des comptes, qui estiment que leurs dépenses hors transfert de compétences a augmenté en moyenne de 3,7% par an en 10 ans. Alors, si vous arrivez au pouvoir, vous allez leur demander de participer à la maîtrise des dépenses. Il y a eu une réunion qui s'est tenue avec les responsables de collectivités locales, dans laquelle le président de la République a offert un pacte de stabilité, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs pendant des années. J'observe que les dépenses de l'État et de la sécurité sociale ont cru beaucoup plus que cela, que les transferts de compétences ont été massifs, que l'État n'a pas rempli ses obligations. Mais pour le reste, vous savez, depuis quelques années, parce qu'on ne parle pas sur 10 ans, moi je préside une agglomération, on a supprimé par exemple la taxe professionnelle, je peux vous dire que les ressources aujourd'hui sont en baisse, je peux vous dire qu'on fait des économies, y compris sur le fonctionnement, je peux vous dire que les collectivités locales sont vraiment au pain sec. Et puis j'ajoute une chose qui montre. Oui, ça va très mal en ce moment. Les finances des collectivités locales, c'est extrêmement dur. Avec 3,7% par an quand même. Et puis les contribuables, les impôts qui montent quand même. Oui, enfin écoutez, moi je vais vous dire, ce sont des services publics, les collectivités locales, auxquels les Français sont extrêmement attachés, qui sont proches du terrain, qui permettent à l'économie locale de fonctionner. Et aujourd'hui, par exemple, dans mon agglomération, on a divisé par 2, rendez-vous compte, les investissements. Et il y a quelque chose vraiment d'inepte dans cette attitude de la droite qui ignore que la règle d'or, c'est mauvais pour l'État, mais par contre, elle existe déjà dans les collectivités locales qui n'empruntent que pour investir et qui votent toujours leur budget en équilibre. Toujours. Très bien. On va passer à une autre séquence. On avait beaucoup d'autres questions sur le plan économique, mais les réponses ont été plus longues qu'on ne l'avait envisagé. Surtout peut-être un peu précises. Maintenant, l'interview du point avec Christophe Onodibio.